Mesdames et messieurs, bonjour. Édition spéciale exceptionnelle jusqu'à 13h50 après l'épouvantable drame d'hier au siège de Charlie Hebdo. 12 morts, vous le savez, et François Hollande l'a annoncé hier soir solennellement, en direct à 20h, une journée de deuil national pendant toute la journée. C'est exceptionnel. Les drapeaux sont en berne sur tous les édifices publics et une minute de silence sera respectée dans toute la France à midi. Nous y participerons en direct à Paris et dans beaucoup de régions, vous le verrez, avec nos correspondants. Sur ce plateau, avec moi, nos deux spécialistes, Pierre Baretti, spécialiste de la police à TF1, et Michel Scott, spécialiste de l'international, et puis deux invités exceptionnels, Jean-Charles Brisbard, qui est spécialiste de la lutte antiterrorisme. Merci d'être avec nous pour nous expliquer ce qui a pu se passer hier. Et puis l'imam de Drancy, que vous connaissez, Hassen Chalgoumi. Vous étiez déjà venu dans des circonstances tout aussi dramatiques. Avec vous, je voudrais commencer. La communauté musulmane aujourd'hui, elle se sent comment? Elles se sont terrifiées, comme le reste des citoyens français. Ça, c'est premièrement par rapport à les victimes et par rapport au drame catastrophique d'hier. Et la deuxième chose aussi, la crainte de l'amalgame. La crainte, malheureusement, des retours de certains qui mélangent tout. Et ça fait que la peur, le manque de confiance, la panique, c'est ça que, dans cette atmosphère, et en même temps, la colère. Ils sont en colère que quelqu'un salit la religion, que prononce le nom de Dieu, dire au nom de prophète, quel prophète? Pardonnez-moi, il y a tout le monde, elle essaie de l'affirmer, d'afficher leur fraternité et condamner fermement. Alors hier, au siège de Charlie Hebdo, 12 personnes ont été tuées, dont quelques-uns de nos confrères, parmi les plus connus du journal Charlie Hebdo, mais aussi 2 policiers, vous le savez, et un agent de maintenance. On en reparlera bien évidemment de ces victimes. L'émotion est considérable et on recherche toujours 2 des 3 suspects. L'un s'est rendu à Charleville-Mézières. L'un s'est rendu à Charleville-Mézières dans la nuit. On recherche les 2 autres. Leur voiture aurait été repérée il y a quelques minutes sur une nationale entre Reims et Paris. Ça semble solide, cette information, Pierre Baretti? Ah oui, parce que ça fait l'objet de ce qu'on appelle une diffusion nationale urgente, où on appelle sur les ondes à tous les policiers. C'est-à-dire que la dernière information dit que une Clio Claire est recherchée dans l'Aisne, sur la nationale 2, en direction de Paris. Elle roule vers Paris, vers la porte de la Villette, à bord 2 hommes lourdement armés, avec apparemment un RPG, c'est-à-dire un lance-roquette. Et il s'agirait des frères Kouachi, qui ont été très vite identifiés hier, exactement, qui étaient connus par les services de police, mais qui apparemment n'étaient pas surveillés, au moins dans la journée d'hier. L'enquête le démontrera. Une journée, on va revenir en détail sur tout cela, sur aussi un autre incident grave qui s'est déroulé ce matin à Montrouge, dans la région parisienne. 1 ou 2 hommes, lourdement armés aussi, apparemment pas les mêmes, se sont attaqués à des policiers municipaux. Une policière municipale a été tuée. Nous irons à Montrouge en direct dans un instant avec les premières images. Donc une journée de deuil national et une journée très chargée pour François Hollande, qui a souhaité que ce soit vraiment une journée d'unité nationale face à l'horreur du drame d'hier. François Hollande qui a fait beaucoup de choses ce matin et qui a commencé, après un comité de crise avec les membres du gouvernement, par recevoir Nicolas Sarkozy. Amandine Atalaya, vous êtes en direct avec nous à l'Élysée. Oui, tout à fait. Alors cela a donc commencé, vous le disiez Jean-Pierre, par une réunion de crise ce matin à 8h30 avec les ministres concernés. Bernard Cazeneuve d'ailleurs a dû partir assez rapidement au bout de 10 minutes pour se rendre sur les lieux de la fusillade survenue ce matin. Et puis Manuel Valls s'est exprimé une nouvelle fois à la sortie de cette réunion. Mais ce que l'on retiendra surtout, c'est la venue de Nicolas Sarkozy à l'Élysée ce matin. Le président de l'UMP qui n'était pas revenu dans l'enceinte du palais depuis la passation de pouvoir. C'était le 15 mai 2012. Ce matin avec François Hollande, les 2 hommes ont voulu parler de concert, se montrer ensemble face au drame, face à l'attentat survenu hier. Et ils ont eu un entretien qui a duré environ 3/4 d'heure, une poignée de main aussi chaleureuse au début de cet entretien. Et puis à la sortie, le président de l'UMP s'est exprimé face à la presse. Il a dit qu'il était bouleversé par la réaction des Français depuis hier, c'est-à-dire toutes ces manifestations qui se multiplient en France. Et puis, vous allez le voir, il a aussi appelé à l'unité nationale, exprimant toute son émotion. Je vous propose de l'écouter. Je crois que c'était mon devoir de répondre à cette invitation et montrer ainsi le front uni de l'ensemble de ceux qui exercent des responsabilités face à cette attaque d'une brutalité inouïe. Les hommes civilisés doivent s'unir pour répondre à la barbarie. C'est une guerre qui est déclarée à la civilisation. Et la civilisation a une responsabilité de se défendre. Et c'est ce que nous sommes décidés à faire.
Les mots de Nicolas Sarkozy étaient forts, une guerre face à la civilisation. Nicolas Sarkozy qui, pour bien montrer donc ce sentiment d'unité nationale, a aussi répété qu'il se rendrait à la manifestation, cette grande marche républicaine qui initialement était prévenue à samedi à 15h. Finalement, elle est reportée à dimanche. Le président de l'UMP sera présent ainsi que d'autres responsables de l'UMP comme François Fillon et puis peut-être aussi très certainement des responsables du Front National. Et le Conseil national du culte musulman appelle tous les musulmans de France à participer également à ce rassemblement national et républicain qui aura donc lieu dimanche. Un Conseil français qui condamne fermement l'attentat d'hier, sans aucune ambiguïté cette fois. Mais c'est clair. Je pense que toute personne qui est attachée à les valeurs humaines est sans devoir de dénoncer. Il n'y a plus de discours. Le double discours n'a plus sa place parmi nous. Et deuxièmement, c'est très important, ils savent que la gravité des choses, qu'ils ont attaqué le signe de la liberté, ils ont attaqué la vie humaine. On a vu les actes, comment ils étaient incroyables, et surtout le dernier policier, comment ils l'ont lynché, sans pitié. Ce sont les ennemis de l'humanité, ce sont des barbares, aucun sens de respect de la vie humaine. Ce sont des ennemis de l'islam, à votre avis? Le premier ennemi de l'islam. Et là, je leur rends hommage aux musulmans au monde entier qui le combattent. Et qui a commencé en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Parce que 95% des victimes de l'intégrisme, ce sont les musulmans. Aujourd'hui, aux musulmans de sortir aussi, de parler. Je ne parle pas pour que ce sont musulmans, mais premièrement, parce que ce sont des citoyens. Deuxièmement aussi, clarifier les choses, de dire non, on n'appartient pas à cette idéologie de la haine, il n'y a rien à voir à notre religion et notre prophète. Vous parlerez des mesures peut-être qu'il faudrait prendre pour lutter contre les intégrismes et afin d'éviter les amalgames, justement, avec l'islam que vous défendez. Mais auparavant, les préparatifs de cette minute de silence nationale prévue à midi dans toute la France. Et par exemple, à Notre-Dame de Paris, le glas va retentir. Louis-Olivier, vous êtes devant Notre-Dame. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour participer à cette cérémonie dans moins de 10 minutes maintenant, Louis? Oh oui, Jean-Pierre, il y a déjà beaucoup de personnes ici et à midi très précisément, le glas de Notre-Dame va sonner pendant une dizaine de minutes et il sera entendu dans tout Paris. Le glas, vous savez, ce sont ces deux énormes cloches que l'on fait sonner pour les deuils importants. Les attentats, évidemment, dans ce cas précis, mais également les catastrophes naturelles ou les accidents graves. Un son assez lugubre, il faut le reconnaître, mais qui sera cette fois-ci très symbolique. De nombreux fidèles sont déjà entrés dans Notre-Dame pour la messe célébrée en mémoire des victimes. On les a vus très recueillis, certains étaient même au bord des larmes. Et nous avons par exemple croisé un couple de Roubaix, où se trouve une importante communauté musulmane. Et ce couple nous disait qu'ils étaient venus ici précisément pour prier pour que cet attentat de Charlie Hebdo ne provoque pas plus de tensions communautaires. Tout à fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur. Attention aux tensions communautaires, attention aux amalgames. Il y a un endroit où l'émotion est toute particulière ce matin, bien évidemment. C'est autour du siège de Charlie Hebdo, dont toutes les têtes pensantes ont été tués hier et tous les dessinateurs si célèbres dont on reparlera bien évidemment dans cette édition spéciale. Choc et émotion autour du siège et dans le quartier où étaient ce matin Patrick Nimine et Anaïs Barthes. Il y a toujours des barrières dans le quartier, mais on peut enfin s'approcher du siège de la rédaction de Charlie Hebdo. Des fleurs sont déposées par des passants, journalistes, amis ou anonymes. Les visages sont graves, peu de paroles, des larmes. Ils viennent rendre hommage dans le recueillement, leur façon à eux de réagir face à l'impensable. C'est pas important, c'est indispensable, c'était des amis. Charles, Cabu, je le lisais toutes les semaines. Ils sont touchés individuellement, personnellement, je me sens intimement, quoi. J'ai envie de pleurer toute la nuit. Voilà, faut pas toujours être d'accord avec ce que les gens disent, mais c'est pas pour un dessin qu'on va qu'on va tuer les gens. C'est complètement stupide. Boulevard Richard Lenoir, les habitants peuvent sortir de chez eux ce matin. Mais après ce qui s'est produit à 2 pas de leur maison, impossible de reprendre une vie normale. Alors il fallait réagir. Sur le marché, des affichettes ont été distribuées aux commerçants en solidarité avec le journal. Il fallait marquer le coup, surtout qu'on est sur le marché de la Bastille, boulevard Richard Lenoir. Ça passe à 2 pas de notre marché. Simplement par solidarité avec ce qui s'est passé hier, que ce soit pour la police et que ce soit pour les journalistes. On est dans un pays libre. J'étais juste devant, j'ai assisté à tout. Il faut être vigilant. Un hommage qui ne fait que commencer. Pour ces habitants, ce drame était impossible à envisager. Après la tuerie, ils se sentent orphelins.
C'est comme s'ils avaient perdu des amis, comme si une partie de leur vie était partie. Voilà, une tuerie, un massacre qui provoque une émission considérable dans toute la France. On l'a vu hier soir avec plus de 100 000 personnes avec des petites bougies dans les rues et des panneaux. Nous sommes tous Charlie dans les mains. Il y en avait partout en France hier. Émotion considérable dans le monde. C'est à la une de presque tous les journaux de la planète qui sont de noir et qui condamne l'attentat d'hier. Un attentat qui a eu quelques témoins et on va retourner en direct maintenant au siège devant le siège de Charlie Hebdo avec Henri Dreyfus auprès de quelqu'un, Henri, qui a vu de très près ce qui s'est passé hier. Henri. Oui, effectivement, Jean-Pierre. Je suis avec Monsieur Wang. Vous êtes le président d'une société qui est située juste à côté du siège de Charlie Hebdo. Et hier, vous avez croisé la route des deux tueurs. Comment ça s'est passé? Oui, exactement. Hier, vers 11h20, j'ai ouvert la porte de ma société à une factrice qui nous livrait un courrier. Je pensais qu'à ce moment-là, les deux assassins, les deux terroristes cherchaient leur cible. Et ils ont vu une porte ouverte. Ils ont rentré, agressifs. Ils ont braqué leur fusil sur moi et sur la factrice. En criant assis pour nous intimider, ils ont tiré un coup. Mais je pense que ce sont des assassins déterminés d'un grand sang-froid. Et ils ont vu que c'est pas les lieux qu'ils cherchent. Et ils s'en vont en courant. 24 heures après le drame, avec un peu de recul, est-ce que vous avez eu l'impression d'échapper au pire? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un énorme... J'ai été horrifié au moment où ça se passe. Mais je pensais, là maintenant, après 24 heures, comme vous dites, de recul, je pensais que ce sont des... Ils menaient une opération terroriste avec un objectif précis. Ils viennent pour massacrer une édition, pour déstabiliser l'opinion publique française. Je ne pensais pas qu'ils sont entrés chez nous pour nous tuer. Merci monsieur. Voilà Jean-Pierre pour ce témoignage d'un témoin qui est encore extrêmement choqué, vous l'aurez compris. On est tous choqués, on l'a tous été dès hier matin quand on a appris l'horreur de ce drame et je voudrais vous montrer l'avis de recherche qui a été lancé par la police. Les deux hommes les plus recherchés de France en ce moment, les frères Kouachi. Le cadet qui a fait un séjour en prison, qui était connu par les services de police, qui a été libéré il y a quelque temps, qui était surveillé, mais apparemment il ne l'était pas hier. Ils auraient été repérés sur une route entre Reims et Paris ce matin. Leur Clio aurait été repéré par la police et un appel général a été lancé par la gendarmerie. Peut-être pourrait-il y avoir du nouveau avant la fin de cette édition de 13h. Une journée de deuil national et une minute de silence dans toute la France à midi. Eh bien, cette minute, on va la respecter aussi sur TF1 avec le chef de l'État, avec toute la France, dans toute la France.
le chef de l'État à la préfecture de police, dans un commissariat de Nantes, avec des pompiers à Bordeaux ou dans une école de Lille. Émotion considérable en ce jour de deuil national. Vous comprenez, monsieur, qu'il y ait pu avoir un deuil national, que l'émotion soit aussi forte après un attentat qui est le plus grave quand même qu'il y ait jamais eu en France? Juste hier, quand j'étais sur le lieu, c'est catastrophique. Quand on voit autant de victimes, autant de haine, c'est normal. Ce drame, normalement, il nous donne la force. Je rends hommage au peuple français. Hier, le monde entier il le regarde. Ils étaient en solidarité partout. Il n'y a pas eu d'actes racistes. Cette force, cette guerre contre l'intégrisme, ça va nous donner la force. Ça va fortifier aussi le mieux vivre ensemble. Je suis sûr et certain, avec l'appel de tous les religieux hier, le grand rabbin, Monseigneur André 23, le président de CFCM et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est là, la nation il est là, il est touché par ce phénomène que le monde entier il est touché. L'Australie dernièrement, le Canada aussi, les États-Unis, les pays arabes, la majorité. Il ne faut pas que seulement nous, malheureusement. Et l'émotion, l'unité nationale, on la ressent autour du chef de l'État, bien évidemment, qui est en ce moment, on l'a vu pendant cette minute de silence, à la préfecture de police de Paris, où on retrouve en direct Valérie Nataf. Et oui, Jean-Pierre, vous l'avez dit, union nationale, rassemblement, esprit de résistance, ce sont les maîtres mots de la matinée de François Hollande. Il s'est rendu à la préfecture de police, on vient de le voir, observer un moment de recueillement dans la cour d'honneur de la préfecture, après avoir visité le commandement et s'être enfermé avec les chefs de service de la préfecture de police de Paris. Parce que vous le savez, c'est à la préfecture de police de Paris que se trouve le centre névralgique de l'enquête. C'est là que tous les efforts sont coordonnés pour assurer la protection des Français. Auparavant, François Hollande s'était rendu aux Invalides pour rendre hommage aux derniers membres du Conseil national de la résistance décédé il y a peu. Et c'est à cet esprit de résistance, à ces hommes, ces héros d'hier, que François Hollande en a appelé aujourd'hui. On l'écoute. L'interview du président de la République est prête ou pas? On l'écoute maintenant. C'est un jour de deuil national. Depuis hier, des rassemblements spontanés partout en France se sont constitués, démontrant une nouvelle fois que notre pays, notre grande France, sait se réunir pour défendre son idéal, l'idéal de la République, l'idéal de la paix, face à ceux qui prétendent l'atteindre en tuant des journalistes et des policiers. Voilà l'appel à l'unité nationale, l'hommage aux policiers, l'hommage à la liberté rendu depuis hier dans sa déclaration solennelle, sur place d'abord hier matin par le chef de l'État, dans sa déclaration solennelle, et puis ce jour de deuil national. C'est rarissime, Michel Scott. C'est très rare, Jean-Pierre. La dernière fois, ça remonte au 11 septembre 2001. Dans les jours qui ont suivi, ça implique eh bien évidemment les drapeaux en berne, ça implique l'ensemble du territoire et de la population nationale. On en avait connu précédemment lors de la mort du président Mitterrand en 96 et lors de la mort du président Pompidou en 74. Donc c'est des moments d'intense cohésion nationale que l'on ne voit pratiquement jamais. Cohésion nationale qu'on a ressentie partout. On va retourner d'ailleurs une seconde avec Louis-Olivier devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a eu vraiment beaucoup d'émotions et vous l'avez ressenti, Louis. Oui, tout à fait. Et je suis avec un monsieur qui, en fait, comme beaucoup d'autres ici, est venu spontanément devant Notre-Dame. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on vient justement si spontanément? Je suis ici pour exprimer et matérialiser mon émotion qui est considérable. Je suis comme si j'avais perdu un être cher, même si je ne connaissais pas personnellement ces personnes. Je suis dans le regret de ne pas les avoir connus, c'est-à-dire par exemple de ne pas avoir lu beaucoup de Charlie Hebdo. J'ai envie de m'abonner rétroactivement, en fait. Et donc, bouleversé. Alors, je suis aussi révolté. Et cette révolte, je sais qu'il faut la tempérer, il faut même la supprimer parce que c'est peut-être, sans doute, ce que souhaitent les assassins. Donc, je suis là aussi pour
pour m'apaiser, à la fois exprimer, être parmi tous ceux qui pensent la même chose que moi, et puis, oui, m'apaiser, chercher une solution plus dans la fraternité que dans la révolte, que dans la colère. Vous le voyez, Jean-Pierre, en fait, il faut que vous imaginez que les milliers de personnes qui sont là pensent tous pareil et ont tous les mêmes mots. La tristesse en premier, mais également la révolte et la colère ensuite. Alors c'était la même chose. Merci Louis et merci à votre témoin. Merci qui a si bien raconté ce que ressentent finalement énormément de Français et nous aussi. Émotion considérable dans toute la France. On va aller là où nous étions tout à l'heure avec ces enfants qui respectaient la minute de silence dans un établissement scolaire à Lille avec Sébastien Ambert. Là aussi, Sébastien, auprès des jeunes, une énorme émotion et des explications sans doute de la part des enseignants. Oui, quelques explications, mais pas encore tout à fait. Il va falloir attendre un peu que les jours se passent pour que les explications soient plus claires. En tout cas, la minute de silence ici a été respectée. À midi, ça a sonné, les élèves se sont levés debout. Certains avaient la tête baissée, penchée, les visages étaient graves en tout cas. Et c'est vrai que cette minute de silence, a comme ça scellé toute une émotion, toute une tristesse dans la plupart des établissements scolaires de France et ici tout particulièrement à Lille. Alors c'est vrai, les explications vont venir. Beaucoup sont frappés par la barbarie, par le sang-froid de ces terroristes hier. Les images, bien sûr, ont circulé sur les réseaux sociaux, à la télé. Tout le monde les a vus et c'est ce choc-là, si je puis dire, que l'on ressent ici dans les classes. Les explications, je crois, viendront un petit peu plus tard. Il va falloir que le temps se passe pour que les professeurs, tous les jours, petit à petit, expliquent comment la liberté de la presse, notamment, a été en partie assassinée hier par cet acte affreux. Merci Sébastien, on vous retrouvera tout au long de cette édition spéciale si vous le souhaitez, si des enfants peuvent vous dire ce qu'ils ont pensé. On verra le reportage de Marion Fiat également. On ira dans beaucoup d'autres régions, à Bordeaux, à Nantes, à Strasbourg et peut-être est-on en mesure de retourner maintenant au siège de Charlie Hebdo avec Henri Dreyfus. Je ne sais pas s'il est prêt, on a vu tout à l'heure pendant la minute de silence, à la fin de la minute de silence, oui, on a vu énormément de gens applaudir. Et vous étiez au milieu d'eux. Henri, racontez-nous ce que vous avez vécu devant le siège de Charlie Hebdo. Effectivement, ici, c'est une énorme émotion, une émotion qui a débuté dès hier soir. Des dizaines d'anonymes ont tenu à se rendre spontanément aux abords des lieux du drame. Ils ont déposé, bien sûr, des bougies, des fleurs, mais aussi des exemplaires de Charlie Hebdo, notamment l'exemplaire de février 2006, celui qui avait publié les fameuses caricatures du prophète. Et depuis l'aube, eh bien, ces marques de solidarité se multiplient. Des hommes, des femmes, des parents accompagnés de leurs enfants et qui témoignent tous d'une grande réflexion, d'un grand désarroi, mais surtout d'une grande colère contre l'innommable, d'une colère contre cette barbarie insupportable. Nombre d'entre eux ont tenu à nous préciser 2 points. Le premier, c'est que Charlie Hebdo s'est toujours moqué de toutes les religions et de tous les croyants, juifs, chrétiens et pas seulement les musulmans. Et puis ils ont tenu à nous dire que en s'en prenant à un organe de presse, en exécutant froidement ces journalistes, on avait en fait tenté d'attenter à la liberté d'expression, un principe fondamental de notre démocratie. Tous ont exprimé leur volonté farouche de combattre cet obscurantisme. Et ces mots, la liberté assassinée, on les trouve à la une de tous vos journaux ce matin. Jamais en France, comme dans toute l'Europe d'ailleurs, les titres n'ont été aussi identiques. On les verra tous tout à l'heure. C'est vraiment impressionnant. On va maintenant revenir avec vous, Pierre Baretti, avec vous, spécialiste de la lutte antiterrorisme et du terrorisme, sur ce qui s'est passé hier et sur l'enquête avant d'aller à Montrouge, où il y a eu un autre incident, je vous l'ai dit, et où une policière municipale a été tuée ce matin. On n'a pas encore reçu les premières images dans une seconde sans doute. On revient d'abord à ce qui s'est passé hier au siège de Charlie Hebdo. Regardez. Les terroristes ont été filmés au moment de leur départ de Charlie Hebdo. En hurlant, ils revendiquent leur crime. Ils viennent d'assassiner froidement les grandes figures de l'hebdomadaire. Ils ont attaqué un mercredi matin, à l'heure de la conférence de rédaction qui rassemble les chroniqueurs les plus connus de Charlie Hebdo. L'entrée se trouve au 10 de la rue. Ils vont arriver au numéro 6, c'est le même bâtiment. Ici se trouve une factrice et un voisin. Les terroristes leur demandent où se trouve Charlie. Et ils entrent. À l'intérieur, ils tuent un agent d'entretien et grimpent au 2e étage.
Un voisin raconte qu'ils ont d'abord tiré sur la mauvaise porte, avant de finalement trouver la rédaction. Dans les locaux, il y a un policier, chargé de la protection du directeur de la rédaction. Il sera abattu avant de pouvoir riposter. Les terroristes cherchent en particulier le directeur, Charb, et ils tirent sur tous les journalistes. Charb, les caricaturistes Cabu, Wolinski, Tinius, l'économiste Bernard Maris, le dessinateur Honoré. Il tue également Elsa Kaya, chroniqueuse, Mustapha Ourad, correcteur, et Michel Renaud, un invité de la rédaction. Ça a été une scène de guerre, un peu comme on peut avoir quand on a des exercices de catastrophe. Le type de blessure à l'arme lourde, le type de blessure qu'on a vu hier étaient des blessures qu'on ne voit absolument pas. Et puis l'ampleur d'avoir 12 morts comme ça, y compris des victimes dans la rue et des victimes entassées quasiment dans une pièce, c'est quelque chose qui restera gravé à jamais. En sortant des locaux, les terroristes tuent un autre policier qui patrouillait à vélo, Ahmed Merabé. L'un des terroristes tirait avec une Kalachnikov en bandoulière, l'autre un fusil d'assaut. Baissez-vous. Voilà, on vous a montré ces images dès hier, 13h, dans notre première édition spéciale. Et puis je voudrais que vous entendiez aussi, les uns et les autres, un témoignage très, très poignant, celui du médecin urgentiste Patrick Pelloux, que vous connaissez aussi. Il est l'un des premiers à être arrivé sur les lieux du drame. Il collabore de temps en temps d'ailleurs à Charlie Hebdo et c'est pour ça qu'il allait là-bas. Et c'est lui qui a administré les premiers soins aux victimes. Écoutez son témoignage recueilli par nos confrères d'e-télévision. Vers 11h30, il y a Jean-Luc le graphiste qui m'a appelé en me disant « Viens vite, on a besoin de toi ». Vous n'avez pas cru tout de suite d'ailleurs ce qui s'était passé. Non, je croyais qu'il plaisantait. J'avais dit que je passerais à midi pour souhaiter la bonne année, parce que je ne les avais pas tous vus. Donc votre réflexe de médecin, autant que donc en fait, je suis parti tout de suite et mes collègues pompiers et de SAMU sont venus tout de suite. J'ai emmené avec moi le colonel Tourtier, qui est le médecin-chef des pompiers de Paris. On est arrivés tous les deux sur place en premier. C'était horrible, horrible. Il y en a beaucoup qui étaient déjà partis. Parce qu'ils les ont abattus comme dans des exécutions. Et on a réussi à sauver les autres, qui a priori vont bien ce matin. Vous savez, c'était des hommes tellement bons. C'était des gens tellement généreux, bien sûr, irrespectueux, irrévérencieux, et il y avait des gens qui étaient furieux sur des dessins, qui restaient avec des dessins, mais tous autant qu'ils étaient, c'était des grands humanistes. Je suis sûr que Charb s'est levé pour les traiter de cons. Je suis sûr qu'il a fait ça. Témoignage très très lourd de l'un des premiers, Patrick Pelloux, à être arrivé sur place. Il les connaissait. Il a dit à quel point c'était horrible. On a tous ressenti ce drame épouvantable. Il a été commis par 2, peut-être 3 hommes. Un jeune s'est rendu cette nuit à Charleville-Mézières. On ne sait pas s'il est directement impliqué ou pas. Et puis un avis de recherche a donc été lancé contre 2 hommes, les frères Chouachi. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous savez, Monsieur Brizard, s'ils étaient connus tous les deux, s'ils étaient recherchés, s'ils étaient surveillés ou pas? Ces 2 individus, en effet, les frères Kouachi, étaient connus des services antiterroristes depuis de nombreuses années, au moins 10 années. L'un d'entre eux, le jeune frère, Chérif Kouachi, a été impliqué dans un dossier de filière d'acheminement, de recrutement et d'acheminement de jeunes Français vers le théâtre d'opération en Irak entre les années 2003 et 2005. Il a par la suite été... C'est pas ce qu'on appelait le gang des Buttes-Chaumont à un moment. Tout à fait, exactement. C'est le Buttes-Chaumont, effectivement, 20e arrondissement, un réseau qui était placé sous la coupe à l'époque d'un imam autoproclamé
Benyetou, et qui donc recrutait des jeunes pour partir sur le théâtre d'opération irakien. Plusieurs Français ont d'ailleurs trouvé la mort sur ce théâtre d'opération en Irak. Le shérif Kouachi n'a pas pu se rendre sur la zone. En revanche, il a été arrêté, condamné à 3 années d'emprisonnement en 2008. Et c'est là, en prison, qu'il se serait radicalisé, peut-être? Voilà, durant son temps de préventive, entre 2005 et 2008, c'est à ce moment-là qu'il s'est véritablement radicalisé, qu'il a été signalé comme tel. Et puis, malheureusement, il a purgé sa peine et il a été placé par la suite sous surveillance, mais une surveillance qui, au fil du temps, a été malheureusement allégée en fonction des ressources disponibles. Alors ils sont recherchés, alors ils auraient été repérés par la gendarmerie sur la nationale 2 entre Reims et Paris. Toutes les forces de police les recherchent par là, mais cette traque avait duré toute la nuit. D'abord du côté de Reims, où habitait l'un d'entre eux, le frère aîné, et du côté de Charleville-Mézières, une traque de cette nuit racontée par nos envoyés spéciaux et Pierre Grange. C'est vers 13h30 que la police judiciaire arrive rue de Meaux. C'est là que les deux assaillants ont abandonné au milieu de la chaussée leur Citroën noir, celle-là même qu'ils ont utilisée pour effectuer la fusillade. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent un trésor d'indices, dont ce chargeur d'armes automatiques que ce témoin qui nous a demandé de ne pas révéler son identité a eu le temps de photographier. J'ai vu en dessous le siège passager avant un chargeur de Kalachnikov qui était plein et un porte-étui, un étui de flingue tout simplement, et à l'arrière, sur la banquette arrière, des sacs de sport. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent également la carte d'identité de l'un des tueurs. Ils ont maintenant un nom, Saïd Kouachi. Ils font rapidement le lien avec son frère Chérif, un djihadiste connu des services de police. Tout va alors très vite. Vers 16h, le raid est déjà en action. Sur l'autoroute A4, un convoi fonce vers l'est de la France, direction Reims. Presque au même moment, d'autres unités investissent plusieurs quartiers de la banlieue parisienne. À Pantin, les policiers mènent une première perquisition dans un appartement, puis une seconde dans un immeuble de cette rue de Gennevilliers, là où l'un des deux suspects aurait habité. Toute la nuit, la traque continue. Au total, 2000 policiers et plusieurs centaines de gendarmes sont mobilisés à travers la France pour appréhender ceux qui sont devenus les ennemis publics numéro 1. À Reims, le raid effectue 3 perquisitions différentes, l'une notamment dans ce quartier de la Croix-Rouge. C'est dans cet appartement que vivait la belle-mère de Saïd et dans lequel il résidait régulièrement. 4 personnes ont été interpellées. Les Kouachi n'étaient pourtant pas connus des jeunes du quartier. On ne les connaît pas personnellement, on ne les connaissait que de vue. Ils allaient chercher leur pain, ils allaient 2-3 fois même, ils avaient été vus à la mosquée de Croix-Rouge, mais c'est tout, ce n'étaient pas des habitants même de Croix-Rouge. Les enquêteurs poursuivent leur traque à Charleville-Mézières, la ville dont est originaire le 3e suspect. Tard dans la nuit, celui-ci s'est rendu de lui-même au commissariat de police. Menotté, il a été immédiatement emmené à son domicile que les policiers ont perquisitionné sans que l'on sache à cette heure ce qu'ils y ont découvert. Au total, 7 personnes ont été interpellées cette nuit à travers la France. La plupart ont été emmenées au siège de la DGSI pour y être interrogés. Et ils sont actuellement recherchés, ces 2 suspects, les frères Kouachi. On va revoir l'avis de recherche qui a été lancé par la police, c'est rare aussi. Apparemment, ils ne sont pas terrés quelque part dans un sous-sol, puisque, vous me le rappeliez, Michel Scott, ils ont été repérés en voiture se dirigeant vers Paris. Peut-être ont-ils envie de recommencer. Du côté de Villers-Cotterêts, et effectivement, il y a plusieurs scénarios possibles dans ces cas-là. Vous avez les terroristes qui ne vont pas très loin, sont dans une attitude suicidaire, et on a vu que c'était pas le cas hier. Ils ont tenté de s'échapper, de se cacher. Bon, ils ne se cachent pas très longtemps, la souricière est en train de se refermer sur eux. Ils ont été repérés, et ils ont été repérés dans une direction qui est celle de Paris, peut-être d'un retour sur la capitale. Ils sont lourdement armés, ils sont très dangereux, et de l'avis en tout cas des forces de police qui les traquent, les choses pourraient se terminer de manière sanglante. Voilà, donc il y a danger actuellement, et il y a urgence à les rattraper. Et nous sommes très prudents sur les informations que nous vous donnons, car hier soir il y a eu des tas de rumeurs sur leur arrestation, la mort de l'un d'entre eux, des informations fausses qui circulaient sur les réseaux sociaux. Nous attendons avant de vous donner des informations, qu'elles soient vérifiées sur l'antenne de TF1, bien évidemment. Parmi les informations vérifiées du matin, malheureusement, je vous le disais tout à l'heure, dès le début de cette édition spéciale, un nouveau drame ce matin, un autre drame
apparemment sans lien, pour l'instant, à Montrouge, un ou des hommes lourdement armés ont tiré sur des policiers municipaux. Une policière municipale a été tuée. Sur place à Montrouge, le premier reportage de Dominique Lagroux-Sampère et Yves Le Bacon. Les témoins évoquent l'horaire de 8h ce matin, 8h15. Une fusillade éclate, des rafales d'armes automatiques résonnent dans la rue. Avenue Pierre Brossolette, sur la commune de Châtillon, juste à l'entrée de Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. Une femme est à terre à ce moment-là, entre la vie et la mort. On vient d'apprendre qu'elle a succombé à ses blessures. Ce matin, à 8h du matin, un individu a ouvert le feu sur un agent de la police municipale qui était en service. L'individu était armé, une arme de poing, une arme automatique. La policière municipale a été grièvement blessée, ainsi qu'un agent de la voirie. Tous les deux blessés par balle. L'individu a ensuite pris la fuite, individu lourdement armé puisqu'il avait en bandoulière un pistolet mitrailleur et une arme de poing. Avant d'entendre les coups de feu, les voisins évoquent un accident de la circulation. Il semble que la jeune policière soit arrivée la première sur les lieux. Quelques minutes avant j'étais passée, il y avait la patrouille de police municipale qui était en train de faire juste aider une personne qui avait eu un accident. Et 15 à 20 minutes après, il y a eu la fusillade. On a entendu de l'immeuble les deux coups de feu. On est sorti voir ce qui se passait parce que mes enfants avaient peur de sortir. Et c'est là j'ai vu la personne à terre, qu'on nous a dit que c'était la femme policier. Le ministre de l'Intérieur est très vite arrivé sur place. Un appel à la vigilance. Ces mots sont pour les forces de l'ordre. Je veux redire dans le contexte le lourd tribut que paient tous ceux qui dans notre pays protègent les Français, portent un uniforme. Je pense aux policiers qui hier ont été durement touchés, aux policiers municipaux qui le sont aujourd'hui, aux gendarmes. Je pense aussi aux sapeurs-pompiers, aux sauveteurs, aux agents du SAMU qui sont présents sur site. Des policiers de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, viennent eux aussi d'arriver sur place. Le périmètre de sécurité a été élargi. Casques, boucliers, dispositifs de soins. Aucune information pour le moment sur les raisons de ce redéploiement des forces de l'ordre. La voiture de l'auteur présumé de la fusillade vient d'être retrouvée à Arcueil, mais aucune trace du conducteur. Voilà, donc ça s'est passé ce matin à Montrouge. Jean-Charles Brizard, il peut y avoir un lien entre les deux ou c'est beaucoup trop tôt pour en parler? Ça semble exclu à ce stade. Ça peut être en revanche une réplique effectivement par rapport à l'action d'hier, l'acte de guerre auquel on a vécu, conduit par des hommes déterminés. Je le disais tout à l'heure, avec des profils connus. Il faut savoir que l'un d'entre eux, le frère Chérif Kouachi, lui s'est même rendu en Syrie et il est revenu de Syrie il y a quelques mois, en août 2014. Donc ce sont des personnes qui sont aguerries au maniement des armes, des explosifs et qui donc peuvent aller plus loin encore dans cet engagement qu'ils ont commencé hier. Bon, pour l'instant, on ne fait pas de lien avec le drame de Montrouge ce matin et cette policière municipale tuée, mais des gens comme les frères Kouachi, il y en a beaucoup en France. Il y en a un certain nombre, si vous voulez, qui se sont radicalisés au fil du temps, qui ont aussi participé à un certain nombre de combats à l'étranger, au contact de groupes terroristes. Il y en a même de plus en plus. Aujourd'hui, on voit bien une vague de départ à laquelle on essaye de faire face, de jeunes Français partis combattre dans la zone syro-irakienne. Depuis 2012, plus de 1200 personnes sont impliquées dans ces réseaux, dans ces filières de recrutement et ont combattu pour certains sur place. Au moins 600 ou 700 d'entre eux. Ça veut dire qu'à terme, il y aura effectivement la gestion de ces personnes lorsqu'elles reviendront sur le territoire national, qui sera très important. Pas seulement, il y a également ceux qui sont restés sur le territoire national et qui sont sympathisants de ces organisations terroristes, qu'il s'agisse d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, et qui peuvent prendre les armes. On a vu ce qui s'est passé au Canada et en Australie, par exemple. C'était pas des personnes qui revenaient du front, mais elles étaient restées dans leur pays. Elles avaient fomenté elles-mêmes, avec des moyens certes rudimentaires, mais des actions qui ont néanmoins été retentissantes. On voit que, par rapport à hier, ce qui s'est passé, des personnes qui reviennent d'un théâtre d'opération peuvent mener des opérations véritablement militaires, déterminées, avec un mode opératoire extrêmement professionnel. C'est le terrorisme, la forme de terrorisme qui, à votre avis, a changé, parce qu'on a tendance à penser, quand on parle du terrorisme de radicaux islamiques, des gens suicidaires. Là, ce n'est pas le cas du tout hier. Pas du tout. On est passé, si vous voulez, d'un terrorisme de groupe hyper structuré, hyper organisé, très hiérarchisé aussi, notamment Al-Qaïda, en septembre 2001 par exemple, à un terrorisme aujourd'hui qui est beaucoup plus volatile, qui est un terrorisme d'individus
ou de groupuscules, quelques individus, c'est le cas, qui mènent des actions, non pas des actions spectaculaires et de grande ampleur, mais des actions commando, ciblées. On l'a vu à l'œuvre hier, notamment. Contre des journalistes ou des forces de l'ordre, peut-être. Et des gens impossibles à surveiller 24 heures sur 24. Bien sûr, indétectables. Mais ils seraient combien, à peu près? Vous dites, ils sont beaucoup, en France, des gens comme les frères qu'on recherche en ce moment. 200, 300, 1000? À peu près 1 millier, on sera plus proche de la réalité, effectivement, entre ceux qui sont sur le territoire national surveillés, ceux qui sont déjà revenus du théâtre d'opération et qui peuvent poser un problème, une minorité d'entre eux, pas tous, hein. Ceux qu'on a déjà vus apparaître dans des précédents dossiers et qui sont également, pour certains, recherchés, hein, qui font l'objet de mandats d'arrêt à l'heure où l'on parle. Il y a de nombreuses personnes, nombreux individus, effectivement, à risque, potentiellement. Alors, c'est pour quoi le plan Vigipirate, vous le savez, a été relevé à son niveau le plus élevé hier, uniquement pour l'instant pour la région Île-de-France. Les transports, les commerces, la surveillance a été extrêmement renforcée. Et puis cette émotion, peut-être la peur, mais beaucoup d'émotions dans toute la France. On l'a vu il y a une demi-heure, il est presque 12h30 en direct avec cette minute de silence particulièrement poignante autour de François Hollande qui était à la préfecture de police, à l'Élysée, avec le personnel dans les commissariats, les écoles, devant Notre-Dame de Paris, et avec des pompiers aussi. À Marseille, par exemple, Linda Huret, vous étiez avec eux et vous aussi, vous avez ressenti cette émotion vraiment nationale et cette union nationale pendant ce moment. Et ensuite, Linda. Ah, on n'a pas Linda Huret. Peut-être pouvons-nous aller à Bordeaux avec Erwan Brem ou à Lyon avec Didier Guyot. Je ne sais pas qui nous pouvons avoir en direct. Pour l'instant, on a des petits soucis de direct, ça s'organise. Jean-Pierre. Attends, auparavant, je voudrais demander à M. Chalgoumi tout à l'heure. M. Brizard nous disait que dans les débuts de l'un des frères recherchés aujourd'hui, il y avait le rôle d'un imam au but de Chaumont. Il y a encore des imams qui radicalisent des fidèles? Bien sûr, il y en a. Comment on fait comment on peut pas faire pour les éliminer? Vous-même? Malheureusement, il y a un terrain de radicalisation, ça fait des années en France. Ça, il faut le dire la vérité. Ce sont des Français. Ils ont eu cette graine de haine ici, malheureusement, en France. Il y a des sites internet jusqu'à aujourd'hui. Depuis le développement, depuis le 11 septembre, ça se développe plus en plus. Deuxièmement, il y a des radicaux, il y a des prêcheurs de haine. Heureusement, à la fin, vers 2012, on a commencé à interdire Al-Qaradawi tel et tel. Mais avant, la porte de Pandore, elle est ouverte. La visa, on le donne à tout le monde. Ils viennent de l'Égypte, ils viennent d'ailleurs, des prêcheurs de haine. Ils viennent dans une jeunesse fragile, naïve, ignorante de la religion. Ils connaissent rien. C'est une jeunesse qu'elle cherche de repères. Mais eux étant des prédicateurs, la jeunesse peut les croire. Et c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre le rôle de l'islam, le rapport avec l'islam. Facilement. C'est un jeune qui ne savent même pas écrire leur prénom dans la langue arabe ou la langue de Coran. Dans ce cas-là, c'est lui-là. C'est un prêcheur de haine en face de lui, avec un habit soi-disant traditionnel, musulman, avec une barbe qui exprime, qui va dire le prophète il a dit ça, le prophète il a dit ça. Le pauvre, il n'a aucun moyen de se défendre ou de dire non. Deuxièmement aussi, ces imams qui proclament, pour moi, c'est pas un imam. Un imam qui prêche la haine, c'est pas un imam, pardonnez-moi. C'est un terroriste, c'est un extrémiste. Normalement, ce jeune homme qui vient de revenir de Syrie, normalement, qu'est-ce qu'il fait en liberté? C'est ça aussi qu'on demande. C'est un homme, c'est sûr et certain, qu'il a assassiné des vies, des civils, en Syrie et ailleurs. Ça, leur retour aussi, qu'on prévient, parce que malheureusement, nous, on paye deux choses. On paye l'amalgame par rapport à la religion, et deuxièmement, malheureusement, d'avoir quelqu'un qui salit notre religion de cette manière. Mais est-ce que vous essayez entre vous, entre responsables du culte musulman en France, comme le culte, l'Assemblée du culte musulman dont on parlait tout à l'heure, vous-même qui êtes un fervent défenseur de la liberté, de l'amour et un fervent adversaire des radicalismes, est-ce qu'entre vous, vous pouvez essayer, ou c'est impossible, de mettre de côté ou de signaler quels sont ces imams qui peuvent être dangereux pour des jeunes? Nous, on essaye. Moi, j'ai créé la conférence des imams de France, ça fait depuis 2009. On essaye une centaine, à peu près entre 80 et 100 imams. On essaye de travailler entre nous. On essaie d'alerter. On essaie de dénoncer quand on entend quelqu'un qui dit un discours qui n'a rien à voir à la religion, un discours qui essaie de manipuler cette jeunesse, déformer le vrai visage. Mais en même temps, pardonnez-moi, quand il y a un CFCM qui est vide, qui a un cookie, plus que de l'ingérence étrangère, malheureusement, qui est une autre chose, c'est ça le fait. Il y a un vrai vide. Ce vrai vide, il faut le remplir par des organismes. Il faut que l'État
je parle de l'État, vraiment, elle s'implique énormément par rapport à la formation des imams, par rapport aussi d'avoir une vision depuis 2012. Ça commence à améliorer. Mais il y a déjà eu des mesures qui ont été prises. Il en faut d'autres, à votre avis, d'urgence? Il faut d'autres sur le terrain, pardonnez-moi. C'est pas que des déclarations sur le terrain, parce que le moment, ce drame, je pense que après ce crime d'hier, après cet attentat d'hier, il n'y aura plus une autre chose comme avant. Il faut que le changement réel, c'est fini les doubles discours, il faut sur le terrain, c'est radicaux, il faut le sanctionner comme il faut pour rassurer le reste des citoyens. Il y a un rapport réel entre ces imams radicaux et ces jeunes qui se laissent avoir. D'abord, la religion, on le voit dans les départs, notamment en Syrie, de jeunes Français. La religion, dans tout ça, elle est un prétexte, en réalité, au départ de ces jeunes. Ils ne connaissent absolument rien, bien souvent, dans la plupart des cas, à la religion, lorsqu'ils partent. C'est simplement pour eux un prétexte pour le départ. Et deuxième chose, par rapport à l'encadrement effectivement religieux, à ces imams dont j'ai parlé, notamment par rapport à l'affaire du 19e arrondissement, ce sont des imams autoproclamés, des jeunes qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam officiel, si je puis dire. Et par ailleurs, il y a un problème d'encadrement, un problème de ressources. On le voit en prison, par exemple. Pas suffisamment d'aumôniers musulmans par rapport à la population carcérale d'origine musulmane, si vous voulez. Il faudrait 2 fois plus d'imams en détention. Au moins 2 fois plus par rapport à ce qui existe en termes d'effectifs. Il y a eu des efforts qui ont été faits déjà ou pas dans ce domaine, Pierre Barre? Oui, il y a eu des efforts qui ont été faits, bien entendu. On a essayé. On manque encore. C'est toujours un problème de moyens. C'est malheureusement un problème de moyens. Il faudrait doubler le nombre d'imams en détention pour éviter des radicalisations par des imams autoproclamés, et ça c'est le plus dangereux, parce qu'on peut aboutir à ce qu'on voit avec les frères Kouachi aujourd'hui. Juste une dernière information qui vient de nous parvenir là, on a bouclé le périmètre de sécurité à Levallois-Perret autour du QG des services antiterroristes, c'est-à-dire la DGSI, parce qu'on craint effectivement, ce que disait Michel Scott tout à l'heure, qu'ils reviennent et qu'ils tentent d'utiliser ce fameux lance-roquette qui est encore peut-être en leur possession. Donc on est peut-être là en face d'une démonstration de force, d'un défi à la République ou à l'État, ce qui explique la mobilisation des forces de sécurité. On refera le point au fil des événements, au fil des informations qui nous parviendront, mais d'abord on va retourner en région où toute la France a ressenti beaucoup d'émotions tout à l'heure à midi pendant cette minute de silence, et on n'est pas encore allé à Lyon où il y avait énormément de monde dans les rues dès hier soir. On le reverra aussi dans les reportages de notre journal de 13h. Didier Guyot, à Lyon, devant l'hôtel de ville, je crois, ou devant le commissariat, devant l'hôtel de ville, on a ressenti cette émotion pendant la minute de silence? Oui, donc en fait je suis dans la banlieue de Lyon, donc à Bron, devant l'hôtel de ville où tout à l'heure il y avait une minute de silence très émouvante, beaucoup d'émotions. Une minute de silence, donc pas de slogan, mais une minute de silence qui en dit long. Les gens étaient venus un peu spontanément, vous savez, ça se passe par SMS, par mail, les associations appellent tout d'un coup à un rassemblement à midi parce qu'il faut dire quelque chose. Et dire quelque chose était ce silence et ces pancartes un peu partout qui disaient « Je suis Charlie ». Il n'y avait que des Charlie tout à l'heure ici sur le parvis de l'hôtel de ville. Alors une personne qui participait à ce rassemblement me disait « Vous savez, ces silences, c'est un peu comme en musique. En musique, il faut de belles notes pour qu'il y ait de beaux morceaux, mais il faut des silences nécessaires pour qu'il y ait une parfaite harmonie. Et ce silence-là, ce matin justement, était pour cette parfaite harmonie. Alors bien sûr, d'autres rendez-vous comme celui-là ont eu lieu un peu partout, à Saint-Fond, à Vénissieux, des mouvements un peu spontanés, une réelle émotion. Et puis, on l'a entendu tout à l'heure, donc le glas a sonné là aussi, non loin de là, à Lyon, à la basilique de Fourvière, pour également appeler au silence et au recueillement. Le glas, les cloches des églises qui ont sonné dans toute la France pendant cette minute de silence, cette journée exceptionnelle et rarissime de deuil national décrété par le président François Hollande hier soir. On va aller aussi devant la mairie de Bordeaux avec Erwan Brem. Erwan, on a ressenti la même chose à Bordeaux? Oui, bien sûr, et le glas là aussi a sonné pendant cette minute de silence. Tous les employés de la ville, tous les employés municipaux se sont retrouvés dans la cour de l'hôtel de ville, rejoints également par plusieurs centaines de personnes qui sont venues devant cet hôtel de ville pour communier, pour dire leur douleur, montrer leur douleur, leur tristesse, et puis pour refuser cet obscurantisme. Hier déjà, ils étaient nombreux à Bordeaux, entre 4 et 5 000 personnes sur le parvis des droits de l'homme, tout un symbole pour exprimer leur refus
de cette terreur. Alors évidemment, il y avait beaucoup d'émotions, les visages étaient graves, fermés. Un moment dramatique qui est ressenti dans toute la population ici et qu'on peut voir dans la une du journal Sud-Ouest également. Non sur fond noir et dans l'éditorial du journal, eh bien non, c'est non, nous ne céderons pas. Non, nous ne pouvons pas vivre sous le règne de la terreur et c'est pour cela également qu'une marche est organisée demain à l'initiative des responsables de plusieurs confessions musulmanes, juives et catholiques. Une marche qui aura lieu demain à 14h et qui partira de l'église Saint-Michel pour rejoindre le parvis des droits de l'homme ici pour refuser encore une fois cet obscurantisme qui a frappé Charlie Hebdo hier. Voilà, donc l'émotion à Bordeaux, une manifestation là-bas, une manifestation nationale dimanche à laquelle tous les Français de tous les partis politiques sont appelés à se rendre et de toutes les religions aussi. Le Conseil français du culte musulman appelle les musulmans à participer à ce rassemblement national dimanche à Paris. Et puis l'émotion de tout à l'heure dans tous les lieux publics. On l'a vu dans des écoles, on était avec Sébastien Ambert à Lille tout à l'heure. Avec les pompiers de Marseille, par exemple, aussi, les pompiers qui ont respecté cette minute de silence. Vous étiez avec eux, Linda Huret. Oui, bonjour. Alors, beaucoup d'émotions aussi. Ici, je me trouve devant l'état-major des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, où bien évidemment ce moment de recueillement a été suivi, des visages fermés, des visages graves, justement. 300 personnes sont sorties du bâtiment, beaucoup de sapeurs-pompiers. Et depuis ce matin, le drapeau est en berne dans toutes les casernes du département. Je me trouve avec le colonel Grégory Allione, qui est le chef d'état-major des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Il a fait un discours ce matin à ses hommes avant la prise de garde. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Tout justement que l'émotion était grande, l'ensemble des personnels ont été sensibles, sont réunis, massés sans forcément les contraindre parce que l'émotion justement les contraint et que globalement nous étions nous aussi Charlie au quotidien et que ce moment de recueillement c'était pour les victimes mais aussi pour les policiers avec lesquels nous travaillons au quotidien et je pense également à nos collègues d'armes, les sapeurs-pompiers qui actuellement sont au chevet avec les collègues du SAMU de l'ensemble des victimes et qui travaillent d'arrache-pied. Alors bien sûr, voilà, ce moment de recueillement suivi dans l'ensemble des administrations de toute la France, à Marseille aussi. Les sapeurs-pompiers, 5500 sapeurs-pompiers étaient appelés dans tout le département à suivre ce mouvement. Et comme vous le voyez derrière moi, comme dans toutes les casernes de France, le drapeau est en berne. Une émotion absolument considérable dans toute la France, je vous le redis. On reverra tout à l'heure la une des journaux de toute l'Europe ce matin. L'émotion est aussi considérable en Europe, dans la presse ce matin, qu'au lendemain du 11 septembre, on peut le dire, Michel Scott. Émotion unanime, tous les commentaires ont été unanimes aux États-Unis, en Europe, dans le monde musulman également. Et il faut le dire, Jean-Pierre, à quelques exceptions près. En Iran, la presse iranienne, effectivement, a renvoyé la France à sa responsabilité, son implication auprès de l'opposition syrienne sur le théâtre syro-irakien. Mais globalement, l'université d'Al-Azhar, qui donne le la de la communauté musulmane sunnite, c'est la plus haute autorité sunnite, a très fermement condamné une chose. Au Qatar, on a aussi eu des paroles très fortes. Et puis en Tunisie, le parti Ennahda, qui n'est plus au pouvoir maintenant, le parti islamiste, s'est déclaré aussi horrifié et indigné. Donc il y a vraiment quasi-unanimité et des paroles très fortes partout dans le monde. Merci Michel, on le reverra d'ailleurs aussi dans le journal de 13h. Encore parmi les régions, toutes les régions étaient concernées ce matin par l'émotion. On va aller à Strasbourg. C'est pas n'importe où, Strasbourg, c'est le siège du Parlement européen, Jacques Boivin. L'émotion près du Parlement européen, beaucoup pendant cette minute de silence. Oui, alors le Parlement européen n'est pas en session à Strasbourg, Jean-Pierre, aujourd'hui, ni cette semaine. Donc c'est finalement plutôt à Bruxelles que les parlementaires auront tenu à manifester cet hommage-là et cette solidarité. Ici, moi, je me trouve place de la République. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que souvent, les minutes de silence, elles durent 45 secondes. Et puis au bout d'un moment, tout le monde se met à bouger, à repartir. Et là, ça a duré, mais 4 minutes, 5 minutes avant que, comme si le silence était vraiment trop fort, et bien, il y a eu des salves d'applaudissements pour briser, pour marquer le fait qu'on est ensemble contre la barbarie. C'était des anonymes, c'était des Strasbourgeois. La ville s'est véritablement figée pendant que, tout comme à Lyon et à Bordeaux, le glas de la cathédrale sonnait également. La justice est solidaire, les audiences ont été suspendues, le monde universitaire aussi a interrompu toutes ses activités à midi. Bref, une ville qui s'est arrêtée tout entière pour dire non à la barbarie et non au terrorisme.
Alors, on l'a vu dans quelques grandes villes des régions avec nos correspondants, on l'a vu à Paris, mais cette émotion, elle a gagné vraiment toute la France, dans des villes plus petites. On va voir ça, par exemple, à Chinon, en Indre-et-Loire, où il y a eu une cérémonie dans la matinée. Il y a eu aussi cette minute de silence, comme partout en France, Chinon, où étaient Cécile Madronet et Michael Merle. Colère, incompréhension devant l'horreur. Ce matin, à Chinon, comme partout en France, chacun se sent solidaire de Charlie Hebdo. Dans la ville comme sur le marché, tous partagent un deuil national. Mais on les aimait, ces gens. Ils étaient sympathiques, ils ont fait des belles choses, ils ont lutté pour la liberté. Ça n'arrête pas d'en parler. Ouais, faut reconnaître que c'est assez triste, c'est très troublant. Et c'est ce qu'on dit, chacun a droit à sa liberté, chacun a le droit de s'exprimer. Donc c'est vrai que c'est très choquant. La vie quotidienne continue, pourtant certains se laissent submerger par l'émotion, comme cette habitante qui pleure en lisant la presse. Ce que je supporte pas, c'est cette volonté d'anéantir l'essentiel de la France, quoi. Ça fait des décennies que, nos ancêtres qui se sont battus pour ce qu'on a, une liberté, une démocratie, tout ça. Voilà, c'est insupportable. Puis j'ai des enfants et je supporte pas d'élever mes enfants là-dedans, quoi. Et que ce soit par des affichettes ou des rassemblements, pour beaucoup, les réactions spontanées sont essentielles. Dans le monde, tout le monde est mobilisé. Donc il faut que tout le monde se rassemble et pour plus que ça recommence. Et faut pas que ça existe. Ça devrait même pas être dans les esprits. Sur la mairie, les drapeaux sont en berne. Un rassemblement est prévu dès midi. Une forme de résistance collective et citoyenne. Christophe Jacubizzi nous a rejoint, chef du service politique de TF1. On a rarement vu une telle unanimité dans la population et dans les partis aussi. C'est vrai, et en plus, pour le moment, on peut s'en féliciter, il n'y a pas de fausses notes. D'abord parce que François Hollande a choisi de réunir à l'Élysée, de recevoir l'ensemble des formations politiques. Il aurait pu faire un filtre, par exemple, il aurait pu dire les partis qui ont un groupe à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le cas. Il a convié tout le monde, Nicolas Sarkozy ce matin, et demain il y aura François Bayrou, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui seront reçus à l'Élysée alors qu'ils n'ont pas de groupe parlementaire proprement dit. Donc c'est une vraie volonté d'ouverture à toutes les sensibilités politiques qu'a choisi François Hollande. Une unité nationale qu'on avait ressentie, vous vous en souvenez peut-être, au moment de l'affaire Mera, autour de Nicolas Sarkozy, qui avait fait la même chose à l'époque. Oui, et puis il y a un grand sens, on l'espère et on le voit, de responsabilité chez nos personnalités politiques, puisque pour l'instant il n'y a pas eu de fausse note, mais on sent bien que peut-être que dans 2 ou 3 jours, on peut commencer à entendre certaines dissonances. Par exemple, Nicolas Sarkozy, ce matin, il a quand même dit qu'il fallait hausser notre niveau de vigilance. C'est presque une forme de recommandation amicale pour le moment, mais on sent bien que ça peut-être un jour devenir plus accusateur. On espère que les forces de police vont très vite retrouver les auteurs de l'attentat d'hier et aussi de l'incident de ce matin, parce que rapidement, d'autres partis politiques vont peut-être demander des comptes. Il y a des questions qui sont posées sur le niveau de sécurité, le niveau de protection. Est-ce qu'on avait suffisamment protégé tel et tel lieu? Donc ces questions-là, elles vont sortir très rapidement. Et puis par exemple, Marine Le Pen aussi, ce matin, quand même, à la télévision, elle a réclamé un référendum sur la peine de mort. Donc vous voyez que le consensus politique, cet unanimisme national dont vous parliez, Jean-Pierre, peut rapidement s'ébrécher. Et puis il faut faire attention évidemment à l'amalgame. Vous savez qu'il y a eu 3 incidents. Oui, justement, je vous ai vous en parler. Il y a eu une explosion dans un snack voisin d'une mosquée à Villefranche-sur-Saône. Il n'y a pas eu de victimes. Des tirs contre des lieux de culte musulmans aussi. Hier soir, au Mans et à Port-la-Nouvelle, dans l'Aude. Il n'y a pas de victimes non plus. Donc une unité nationale, une unité fragile, nous disait Christophe Jacubizzi, autour du président de la République, qui se trouve toujours à la préfecture de police Valérie Nataf, où il y a une réunion de crise en ce moment même. Oui, en effet, après le moment de recueillement à la préfecture de police de Paris, dont vous avez montré les images, le président de la République n'est pas reparti tout de suite à l'Élysée. Il y a en ce moment même une réunion à huis clos avec le président de la République, le préfet de police de Paris, Bernard Boucaud, et le procureur de la République. De toute évidence, ainsi que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, de toute évidence, le président de la République veut connaître tous les détails, toutes les avancées de l'enquête. Et c'est pour ça qu'il est resté à cette réunion à la préfecture de police
police avant de revenir à l'Elysée. Et puis il faut aussi noter que sans doute François Hollande met toute sa mobilisation au service de la France après le terrible attentat à Charlie Hebdo, mais aussi peut-être parce qu'il est personnellement touché. Il connaissait beaucoup des victimes de Charlie Hebdo. Il avait même reçu 4 de leurs dirigeants il y a plusieurs mois pour parler des difficultés économiques de Charlie Hebdo. Voilà, les amis de quelques-uns de Charlie Hebdo. Et puis l'émotion autour des 2 policiers qui ont été tués hier à Charlie Hebdo, dont l'un froidement abattu par l'un des terroristes que la police continue à rechercher, qu'elle aurait repéré quelque part entre Reims et Paris, et il se dirigerait vraiment vers Paris. Pierre Barretti, vous avez des infos? Oui, c'est la grande crainte des policiers. On a bloqué à peu près 4 ou 5 portes de Paris, notamment la porte de la Villette. Qui ont été carrément fermées. Disons que c'est plus sécurisé, qu'on fait un filtre parce qu'on repère une voiture, une Clio claire. Maintenant, on a le signalement, il est général. On a donné aussi des instructions très particulières pour bloquer tous les accès directs ou indirects à Levallois-Perret, tout autour de la DGSI, le QG des services antiterroristes, parce qu'on a d'abord peur que, tout simplement, les frères Kouachi s'en prennent avec leur lance-roquettes au QG des services antiterroristes. Mais ce ne sont pas les seules cibles, puisque Valérie Lataf l'a dit, il y a une réunion de crise tout à l'heure à la préfecture de police. Les ministères peuvent être aussi visés, aussi bien l'hôtel de Beauvau, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, l'Élysée, Matignon, le ministère de la Défense, tout Quai d'Orsay. Donc si la voiture réussit à se faufiler jusque-là, l'ordre aux policiers de tirer, d'intervenir, d'interpeller. Et puis une tension extrême dans la région parisienne. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Christophe Jacubizine, ce qui s'est passé, le drame de Montrouge, aussi ce matin, où 1 ou 2 hommes lourdement armés, apparemment avec aussi des combinaisons et des kalachnikovs, ont attaqué des policiers municipaux et une policière municipale a été tuée. On a vu tout à l'heure le reportage de Dominique Lagroux. On rejoindra dans un instant en direct nos autres envoyés spéciaux. En tout cas, dans la nuit, les 2 hommes recherchés par la police n'ont pas été pris du côté de Reims et ils se dirigeraient en ce moment vers Paris. Mais un 3e suspect, pour l'instant il ne reste que suspect, le plus jeune d'entre eux d'ailleurs, aurait été hier avec les 2 frères, ça n'est pas été confirmé. Lui, il s'est rendu lui-même au commissariat de Charleville-Mézières, dans la rue Charleville-Mézières, où étaient ce matin Hélène Grégoire et Demi Rivette. Encadré par des policiers cagoulés, lourdement armés, un jeune homme est conduit en pleine nuit dans un appartement du 13e étage de cet immeuble de Charleville-Mézières. Est-il impliqué dans la fusillade d'hier? Est-ce un suspect? Ce midi encore, rien n'est sûr. Derrière la porte de l'appartement familial, un seul sentiment, l'incrédulité. Comment ça se fait que Mourad est atterri dans cette histoire-là? C'est ça qu'on comprend pas. Ce document interne de la police a transformé ce jeune homme en terroriste présumé. Mourad est lycéen en terminale dans cet établissement. Tous ses camarades sont formels. Au moment de la fusillade, il était en classe. Ici encore, ils ne peuvent pas croire qu'il soit suspect. C'est un musulman, mais c'est pas un extrémiste. Il se comporte bien, comme tout le monde. Et il n'aurait jamais été faire ça, surtout à son âge. Donc entre 11h à midi hier, il était en cours. Il a vu ça, il a décidé d'aller directement à la police pour éclaircir les choses. La direction de l'établissement refuse de s'exprimer. Le jeune homme s'est rendu à la police cette nuit. Il serait toujours entendu par les enquêteurs dans ce commissariat. Et des témoins affirmeraient donc, ses camarades de lycée, qu'il n'y était pour rien, qu'il ne pouvait pas être à Paris hier après-midi. Donc, un suspect, pour l'instant, il ne reste que suspect. Mais ça, s'éloigne en direct à Charleville-Mézières. Est-ce qu'il est toujours interrogé actuellement par les forces de police? Axel Monnier, vous êtes en direct, sous la pluie apparemment. Oui, sous la pluie. Difficile à savoir pour l'instant. En tout cas, il a été très longuement interrogé. Le but des enquêteurs, c'est clairement de savoir s'il a participé de près ou de loin à ces attentats d'hier à Charlie Hebdo. Ils veulent aussi savoir quels sont ses liens familiaux ou amicaux avec les terroristes présumés, les 2 frères, parce que pour le moment, rien n'est clair dans cette histoire. Parce que, vous l'avez dit aussi, les lycéens que nous avons rencontrés ce matin, ses camarades, sont formels. Il était entre 11h et midi hier en cours dans cet établissement, le lycée Monge de Charleville-Mézières, où il se trouve en terminale. Et surtout, ils décrivent quelqu'un qui a tout sauf le profil d'un terroriste, tout sauf le profil d'un islamiste, un musulman, certes, un croyant, certes, mais ils nous disent que ça n'en fait pas un terroriste en puissance pour autant. Ils nous affirment qu'il a déjà plusieurs fois pris des positions pour condamner les attaques terroristes qui avaient été dans le passé commises au nom de l'islam. C'est pourquoi ce matin, il y a énormément de stupéfaction et d'incompréhension. Ils ne croient pas à la culpabilité de leurs camarades, mais les enquêteurs continuent de travailler sur cette piste parce qu'il y a encore des doutes et c'est pour ça qu'il pourrait être encore entendu à l'heure qu'il est.
peut-être pas suspect, donc s'il avait un alibi dans le drame d'hier, mais très proche de l'un des terroristes assassins d'hier recherchés. Recherché d'abord à Reims avec cette opération de police dont nous parlait Guillaume Debray tout à l'heure. Thibault Malandrin, vous êtes toujours à Reims. Est-ce qu'il y a encore des forces de police à Reims? Est-ce que le calme est revenu? Et est-ce que vous avez des infos sur la traque qui continuerait entre Reims et Paris à l'heure qu'il est, Thibault? Non, c'est vraiment le calme qui est revenu ici dans ce quartier de la Croix-Rouge à Reims. Un calme qui contraste terriblement avec la situation que nous avons pu vivre hier avec notre équipe. Imaginez-vous, entre 200 et 300 policiers étaient présents ici, des policiers du RAID, des policiers de la BRI, donc des unités d'élite de la police nationale, mais également des effectifs départementaux de la Marne. Et l'un de leurs objectifs, c'était l'immeuble situé juste derrière moi. C'est ici qu'a vécu, jusqu'à une date qu'on ne connaît pas très précisément, mais qu'a vécu Saïd Kouachi, donc l'un des deux frères les plus recherchés de France. Il y vivait avec sa femme et sa belle-mère. Alors des perquisitions ont bien évidemment été menées dans cet appartement, mais également dans d'autres appartements occupés par des membres de la famille de Saïd Kouachi. Et puis on a effectué des prélèvements ADN pour pouvoir ensuite les comparer avec les prélèvements qui ont été effectués sur la scène du crime atroce d'hier à Charlie Hebdo. En tout cas, ce matin, le calme est revenu. Les policiers ne sont plus là et c'est un calme tout relatif qu'on peut constater ici au quartier de la Croix-Rouge à Reims. Oui, ils sont partis vers Paris où les deux assassins se dirigeraient actuellement. On revient maintenant à l'émotion. Toute la France sous le choc depuis hier matin, on l'a bien vu, avec les 100 000 personnes dans les rues, avec la pancarte à côté d'eux. Je suis Charlie, qui est à côté de moi aussi depuis le début de cette édition de 13h. 100 000 personnes dans les rues. Ce matin, la minute de silence. Et puis des enfants qui ne doivent pas bien comprendre ce qui peut se passer. Sébastien Ambert, on va vous retrouver. Vous étiez dans un lycée tout à l'heure avec nous. Et avec l'un de ces enfants, peut-être, pouvez-vous nous dire ce qu'il en pense de ce qui se passe, ce qu'il en a compris? Oui, absolument, Jean-Pierre. Je suis dans ce lycée ici à Lille. Alors c'est l'heure de la cantine. Je suis dans le hall de la cantine, mais tout à l'heure, tout le monde a respecté cette minute de silence. Les visages étaient graves et je suis avec Paul, qui est en première ES. Alors Paul, comment vous avez vécu à la fois ce drame hier, cette minute de silence aujourd'hui, toute cette émotion que vous percevez? On a été choqués, très déçus, surtout pour les familles, pour la famille du policier, la famille des journalistes et des dessinateurs de Charlie Hebdo. Mais c'est une belle image, tout ça, ça montre qu'on reste fort. Tous les pays qui nous soutiennent, c'est beau. Et ça montre qu'on les abat et c'est gagné, qu'on combat encore le terrorisme. Vous comprenez ce qui s'est passé ou tout compte fait, on n'arrive pas encore à comprendre au fond? On comprend pas totalement car ils avaient la liberté d'expression, on leur a prise, on les a tués pour ça, donc on est un peu choqués. Voilà, Jean-Pierre, des étudiants, des lycéens, des enfants choqués qui, dans les jours qui viennent, vont tenter de comprendre, on en a tous besoin, ce qui s'est passé effectivement. En tout cas, les images ont été vues, elles sont choquantes et tout le monde y pense ici, même à l'heure du déjeuner, même à l'heure de la cantine dans ce lycée à Lille. Avec là aussi des pancartes « Je suis Charlie » dans les mains de tous ces jeunes et de dizaines de milliers de gens depuis hier soir. Émotion considérable, unité nationale autour du président, on l'a dit. Et pendant ce temps-là, les responsabilités de ce qui s'est passé, l'enquête qui continue. Est-ce que autour de Manuel Valls, il y a une animation, une particulière ce matin? Lui aussi a participé, bien évidemment, à la minute de silence tout à l'heure. Vous êtes à l'hôtel Matignon, Isabelle Thor. Que fait le Premier ministre depuis ce matin? Oui, alors écoutez, comme partout en France, Jean-Pierre, bien sûr, une très lourde minute de silence rythmée ici à Paris par le glas des cloches de Notre-Dame. Une lourde et longue minute de silence a imprégné la cour de Matignon. Manuel Valls était entouré de plus de 400 personnes, tout le personnel de Matignon et celui aussi des services qui dépendent du Premier ministre. À l'issue de cette minute de silence, eh bien, la Cour a spontanément entonné une très émouvante Marseillaise, à l'issue de laquelle le Premier ministre n'a pas pris la parole. Il est actuellement dans son bureau à Matignon. Il n'en ressortira qu'à 16h pour aller rejoindre le président de la République qui, vous l'avez déjà dit, reçoit le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale et les principaux groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il s'agit de confirmer l'unité nationale, sans doute, qui anime le pays depuis hier, Jean-Pierre. Merci Isabelle. Christophe, il y a longtemps que ce n'est pas arrivé un choc aussi énorme sur la France et sur le monde politique.
Oui, bien sûr, c'est un événement sidérant. Certains l'ont comparé à ce qui s'est passé en 2001 à New York avec le 11 septembre. C'est un peu le 11 septembre français, comme le dit par exemple Le Monde à sa une aujourd'hui. Un choc de sidération parce que c'est un attentat à nos valeurs. Les lycéens le disaient eux-mêmes, hein, à la liberté d'expression. Cette liberté-là qui était visée directement, puisque c'était un journal satirique qui usait, abusait, ils avaient raison de la liberté d'expression. Et justement, hier, c'est cette liberté d'expression, cette liberté totale qui a été mise à mal par les terroristes. C'est pour ça que la classe politique française aujourd'hui est unanime pour défendre ce beau principe de liberté. La liberté par la liberté de la presse. On reparlera bien évidemment dans l'édition de 13h dans quelques minutes, édition spéciale également jusqu'à presque 14h, des victimes, des 12 victimes d'hier, des journalistes, des dessinateurs, mais pas seulement, 2 policiers, un agent de la femme policière municipale tuée ce matin, 13 morts depuis hier en France, c'est du jamais vu. On parlait de choc sur l'opinion. Redites-nous, Monsieur Chalgoumis, le choc sur votre religion et les craintes que vous avez. La crainte, on a commencé à partir d'hier, des attaques de lieux de prière. Demain, en plus, c'est le vendredi. Il y a une crainte aussi qui peut attaquer pendant les prières. L'amalgame. Et juste hier, j'ai été signalé par des amis, des imams et tout ça. Le réseau social il est rempli par des insultes racistes anti-musulmans. À quelques jours aussi d'une grande manifestation en Allemagne. À quelques jours aussi des attaques, 15 mosquées étaient attaquées en Suède. Ça veut dire qu'il y a une vague d'extrême droite, il y a une vague de racisme. Et là, malheureusement... C'est la grande crainte d'ailleurs dans la presse arabe ce matin. Tout à fait, tout à fait. Comme tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas cette vague parce que les mesures contre les radicaux ne sont pas suffisamment prises? Moi, je pense, oui, des deux côtés. Je parle de la communauté musulmane française et aussi de la communauté nationale. Ça, je pense, c'est pas le moment de parler de ça. Des fois, avec l'émission, on a envie de parler, mais c'est pas le moment. Le moment d'attraper, pour éviter un peu l'inquiétude et la crainte aussi, c'est criminel. Mais après ça, il faut que vraiment, il y aura une cause nationale, que tout le monde puisse travailler, trouver des vraies solutions, de social jusqu'à la justice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pourrez rester avec nous encore jusqu'à la fin du journal de 13h. C'est la fin de cette édition spéciale, mais dans un instant, le 13h, il est presque 13h, le 13h avec le résumé complet de ce qui s'est passé cette nuit et ce matin avec ces 2 terroristes qu'on serait en train de rechercher en ce moment même. Ils seraient en direction de Paris. À tout de suite. Et oui, de l'édition spéciale, on passe au journal de 13h spécial avec les mêmes invités. Si vous nous rejoignez, bonjour. 12 morts hier à Paris, vous le savez. Une journée de deuil national décrétée par le président François Mitterrand. Les drapeaux sont en berne depuis ce matin dans toute la France, à l'Élysée, sur toutes les administrations, dans les gares, dans les conseils généraux, les transports en commun. Émotion considérable, marquée, on l'a vu dans notre émission spéciale dès midi, par des cérémonies très particulières. Comme hier soir, il y avait des centaines de milliers, des dizaines de milliers de Français dans les rues brandissant des pancartes « Je suis Charlie » avec des petites bougies une bonne partie de la nuit, on le reverra tout à l'heure. À midi, minute de silence particulièrement émouvante, on l'a suivi.